Ça fait débat, votre magazine de décryptage politique, analyse et échange d'idées. Recrudescence de l'insécurité à Kasumbalesa. Julien Senga reçoit dans Ça fait débat Ken Moukaz, coordonnateur urbain de l'ONG de défense des droits de l'homme, Doctors Women Rescue. C'est vendredi 19 décembre à 20h45. Émission à suivre sur notre chaîne YouTube Premise TV à 20h45. Premise TV, la beauté de la télé numérique. Mesdames et messieurs, Kasumbalesa, notre ville, comme je l'aime, j'ai l'habitude de le dire, au Katanga, notre province, République démocratique du Congo, notre pays, les dénominateurs communs d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans Ça fait débat, vous les avez vus, vous aviez observé à travers les spots publicitaires que nous avions annoncé cette émission qu'on devait parler de la recrudescence de l'insécurité à Kasumbalesa. Il ne s'est pas une nuit, nos amis qui sont à la douane sont visités par des bandits, sont visités par des casseurs de vitres. Et bon, en fait, cette situation met mal à l'aise l'inquiétude de la population qui a besoin de la paix, qui a besoin de vivre aisément et correctement. Et nous avions annoncé qu'on parlera bien évidemment de la recrudescence de l'insécurité à Kasumbalesa. Parce qu'on est à Kasumbalesa, on ne va pas parler d'une autre ville, nous allons parler de la ville où nous vivons. Et on reçoit M. Ken Moukaz. Il est, d'abord je le présente, il est le coordonnateur urbain de l'ONG de défense des droits de l'homme, Doctors Women Rescue. Bon, nous allons le prendre dans cette casquette. Il a beaucoup de casquettes. Il est 3 fois, 5 fois président et tout là. Président Ken Moukaz. Oui, monsieur le journaliste. Bonjour et bienvenue dans Ça fait débat. Bonjour, merci vraiment. Heureux et le jour d'aujourd'hui d'être dans votre émission, dans votre plateau si beau. En tout cas, je suis vraiment très flatté d'être là. Vraiment très ravi. Merci beaucoup de nous avoir invités et surtout de penser à nous. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise? Vous êtes très à l'aise? En tout cas, je suis à l'aise, mais obligé d'être concentré. Aussi longtemps que la vie humaine est vraiment foulée aux pieds, massacrée, ça demande beaucoup plus de concentration. Président Ken, coordonnateur urbain de l'ONG de défense des droits de l'homme, il y a 72 heures, au niveau du village 7, il y a des corps sans vie qui ont été retrouvés. Et nous disons Dieu merci. Les corps sans vie ont été retrouvés, et d'autres en décomposition, et des os ont été retrouvés. Et on parle de la recrudescence de l'insécurité à Kasumbalesa. Quel tableau de la situation sécuritaire de Kasumbalesa faites-vous, vous en tant que coordonnateur urbain de l'ONG de défense des droits de l'homme? Je vais d'abord commencer par déplorer cette situation et décrier notre absence, nous les défenseurs des droits de l'homme, aux côtés de la population, puisque si et seulement si on était vraiment très proche de la population, je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui dans ma ville de Kasumbalesa ne devrait pas arriver. Quelque part, c'est de notre faute. Mais le tableau est vraiment totalement noir. Le tableau est sombre. Sombre d'une manière, même si vous écrivez avec une craie blanche, ça risque toujours de sombrer. Coordonnateur, déjà au début de l'émission, vous commencez comme ça. Et ça, c'est une réalité, puisque au moins que vous ne vivez pas à Kasumbalesa, vous attendez juste les rapports de l'extérieur, où les rapports pouvaient être peut-être maquillés. La réalité sur le terrain, l'insécurité est totale. Non seulement puisqu'on a tué les gens au niveau du 7 km, pas plus loin qu'avant-hier, on a retrouvé encore un corps sans vie du côté Kambasa. Hier, on a retrouvé encore un corps sans vie du côté bassin, là où l'entreprise ICM travaille plus de l'eau, derrière l'église catholique. Derrière l'église catholique. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on a
ordonné la levée du corps. On a même passé à l'enterrement sans que la famille ne soit saisie ou informée. Le corps était en décomposition selon ce qu'on a Aussi longtemps que la famille existe, ça ne peut pas se faire comme ça. La dignité humaine mérite même le mort. Aujourd'hui encore le matin, vous avez sur les réseaux sociaux, je ne suis pas encore arrivé sur les lieux, je pense que c'est une réalité. On a encore retrouvé un corps sans vie au niveau de cette, presque sur les mêmes lieux où on a trouvé encore de la dame retrouvée. De la dame retrouvée encore aujourd'hui. Jusque-là, les circonstances de sa mort ne sont pas bien élucidées. Peu importe, une vie a été ôtée, une fois de plus. Il ne faut pas attendre que ce soit mon tour pour comprendre que l'insécurité est totale. Ce qui est vrai, on ne veut pas vraiment prendre cette histoire, les lier à cette histoire de guerre de M23, non. Nous voulons juste prendre ça dans le sens vraiment purement urbain où nous sommes, comment est-ce que c'est arrivé et pourquoi. Mais quand vous dites les tableaux est presque sombre, les tableaux sécuritaires de Kasumba Lessa est presque sombre, de quoi est-ce que vous voulez parler? Là, je vais parler, je vais d'abord faire un rapport, une étude comparative entre la ville de Kasumba Lessa, la cité de Kasumba Lessa et la cité de Kipushi à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que Kasumba Lessa soit retenu comme ville? Ville, cité. Oui, qu'est-ce qui a fait que Kasumba soit retenu comme ville parmi les critères? Puisque sur le plan urbanistique, je pense, Kipushi était vraiment bien urbanisé par rapport à Kasumba Lessa. Mais c'est sur les points de la population. La densité de la population. Oui, les statistiques. Densité de la population qui a fait que Kasumba Lessa soit proclamé ville par rapport à Kipushi. Maintenant, lorsque nous avons Kasumba Lessa comme ville, qu'est-ce qui est maintenant retenu par rapport à la ville? Est-ce que, vous savez, nous-mêmes ici, les journalistes qui vous êtes, les caméramens, les réalisateurs dans votre beau studio, tous, personne ne peut vraiment me contredire. Les policiers qui sont à Kasumba Lessa, tous nous les connaissons très bien, leurs enfants, leurs femmes, puisque nous grandissons avec eux. Cette accoutumance, ça crée déjà l'insécurité dans la population. Nous sommes vraiment habités, c'est vrai, il n'y a pas de casernes où on peut loger les soldats, tout ça. Mais ça devait quand même être un moyen de mutation de ces soldats-là, des policiers, pour qu'il n'y ait pas cette habitude. Alors, vous demandez, bon, en fait, vous évoquez le point de mutation. Laissez-moi chuter sur ces points. S'il faut faire cette étude comparative. Maintenant, la population, la densité de la population qui ne cesse d'accroître ici à Kasumba Lessa n'attire pas les autorités de Lubumbashi au niveau provincial qu'il fallait ajouter ou bien augmenter le nombre, l'effectif des soldats ou des policiers pour protéger cette population-là. Nous sommes tous à Kasumba Lessa. Nous savons où la police est vraiment, la police comme la FARDC, même les JR, où ils sont beaucoup plus focalisés. Tous nous connaissons, c'est à la frontière. Et les bandits, comme ils ont toujours une longueur d'avance, ils se sont dit, on ne fait plus ici, on descend là où ils ne sont pas là. Voilà, ils nous ont pris par surprise. Il y a un problème très sérieux puisque le maire à lui seul ne saura pas. Il n'est pas un petit Dieu. D'ailleurs, il y a un budget alloué à tous les services de sécurité pour accompagner le maire dans la vision de la gestion de la ville. Et je pense que le maire de la ville le fait de la plus belle manière. Bon, quand vous parlez qu'il y a des budgets, par exemple, est-ce que la police de Kasumba Lessa est équipée pour faire face à tout ce qu'il y a comme aspect sécuritaire et aussi parlant aussi de la densité de la population? Est-ce que vous avez au moins l'idée de la population qu'avait la ville de Kasumba Lessa en 2020 et la population qu'a Kasumba Lessa aujourd'hui? Aujourd'hui, Kasumba Lessa est en train d'environner à peu près 4 millions. 4 millions d'habitants. Et je vous dis, par rapport à la guerre à l'Est, et ça n'a pas commencé avec la guerre de l'Est, ça a commencé depuis, je pense, 2018. Avec la guerre. Vous voulez parler de l'exode rural? Je vais en venir. D'abord, il y avait la guerre de Kamona Sapo.
la guerre de Kamona-Sapo avait fait déplacer des milliers de Congolais de l'intérieur vers la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Mais à Lubumbashi, comme la vie est trop difficile, trop dure, tout le monde s'est déversé à Kasumbalesa. Vous êtes sans ignorer, vous voyez, côté Kamakaya, du côté là où il y a... Le plateau. Non, plateau c'est de ce côté ici. Allez de l'autre côté, là où il y a... il y a la mine des mousses de Sodimiko. Ah, ok. Du côté haute tension. Vous allez comprendre que tout ce monde-là... La colline des fers. Non, la colline des fers, nous sommes à... Ah, okay. Là, vous êtes à Koyo. Non, nous sommes à Kasumbalesa. Vous prenez la route Sodimiko. Okay. Du côté droit, quand vous allez vers la douane. Vous allez comprendre qu'il y a une surpopulation. Les gens ne cessent jamais de s'accroître. Il y avait d'abord les lots de Kamona-Sapu. Les gens sont venus, se sont déplacés. C'est vrai, tout le monde veut vivre quand même à l'aise. Ils sont venus ici. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a la guerre de l'Est il y a encore... Nous attendons encore. Ils sont en route. Les gens qui ont fui la guerre de Ouvira. Ils vont aussi venir ici. Ils finiront toujours tous pour être à Kasumbalesa. Ce n'est que la population qui augmente, mais on n'augmente pas le nombre de l'effectif de la police. De la police, ça n'augmente pas. Même si la police n'est pas équipée, vu que les policiers peuvent avoir sa tenue et se tenir devant une maison directement, un bandit ne peut pas faire quelque chose là-bas et dire que cette maison est sécurisée. Fort malheureusement, nous avons peu de policiers à Kasumbalesa. Voilà, c'est là qu'il y a ma question. Est-ce que la police de Kasumbalesa a les équipements qu'il faut en termes de locomotion? Combien de jeeps pour la police pour faire la patrouille nocturne? Non seulement nocturne. La patrouille ne peut pas seulement être nocturne. Il y a aussi la patrouille diurne. Ce qui est grave aujourd'hui, les bandits qui enlèvent les motards, qui tuent et qui prennent les motos, la plupart ne les font pas la nuit. C'est pendant la journée. On demande de la vigilance. Nous savons très bien que nos policiers sont suffisamment formés. Peut-être aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est l'effectif ne répond pas par rapport à la densité ou bien le nombre de la population. C'est-à-dire la population est plus nombreuse que la police. C'est vrai, ça ne veut pas être en nombre égal, mais au moins ce que nous avons, on aura appris, c'est 10 policiers, 10 civils pour un policier. Est-ce qu'il y a Kasumbalesa, ça peut passer cette histoire? Je doute fort et je sais très bien que le nombre de policiers que nous pouvons avoir à Kasumbalesa, ça ne peut pas dépasser 1000. Alors, si nous avons une population à Kasumbalesa seulement de 4 millions de population, maintenant, on a presque 1500 policiers. Appelez la police au niveau de la mairie là-bas. Même si le général arrivait, je ne pense pas qu'on aura l'effectif de 2000 policiers. Je doute très fort. Alors, du fait que la police est débordée, ça diminue aussi sa manière d'agir et ça diminue aussi l'efficacité sur le terrain. Ce que nous demandons, l'équipement, ce que vous avez posé comme question, ça peut même venir après. Parce qu'ils ne sont pas toujours obligés d'utiliser la force pour contraindre. Ils ne sont pas toujours obligés. Mais la sécurité, ce n'est pas agir après, c'est agir avant. Déjà, à ce niveau, je jette les fleurs au major JC et au colonel Yengeze, là, que je vis le matin. Quand le motard voulait se soulever, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour contenir, garder ces jeunes-là, orienter ces jeunes-là, maîtriser, voilà, allais-je dire, ces jeunes-là, afin d'éviter de brûler les pneus, les cassures, quand même, vous savez, à Kasumbalesa, c'est ce qui se passe. Mais au moins, ils ont usé cette façon-là de faire les choses. Coup de chapeau à eux et aussi aux éléments de la police qui étaient sur terrain aujourd'hui le matin. Sinon, on parlerait d'autres choses à Kasumbalesa. Vous savez, par là, moi, je veux juste attirer l'attention des autorités au niveau provincial, puisque là où c'est très sensible, on protège beaucoup plus. Mais la sensibilité qu'a Kasumbalesa sur le plan national, je pense que la province peut-être néglige cet aspect-là. Ah bon? Oui, puisque aujourd'hui, s'il y a des troubles à l'ordre public et que la douane est fermée juste pendant 48 heures, vous savez combien le pays va manquer?
Pour éviter ça, moi je pense que ce n'est pas au niveau de la ville que toutes ces décisions-là doivent être prises. Puisqu'au niveau de la ville, on ne peut que proposer. On ne fait que proposer les réalités sur le terrain et la province prend le dessus pour décider et mettre les plafonds vraiment très très haut. Et vous avez parlé des équipements. S'il faut compter les jeeps ici à Kasumbalesa, ça nous n'en avons que deux. Et la nouvelle qui a été donnée. La Jeep, c'est des couleurs blanches. Je pense que c'est ça que vous parlez. Le gouverneur a donné une Jeep de couleur bleue. Maintenant? Oui. Ça fait donc 3. Donc, ce qui est en bon état, c'est 2. Et l'autre est là, c'est Indika. C'est-à-dire pour tout Kasumbalesa, on n'a que 3 Jeeps. 3 Jeeps. Maintenant, c'est temps pour nous d'interpeller les je vais vous faire rire ici. De la police. Je vais vous faire rire. C'est plus pur. Maintenant, à la Sodimiko, c'est plus pur. La Sodimiko ici, c'est une cité qui a au moins 10 000 ou bien 9 000 populations. Vous savez, nous avons... Il y a quoi à Sodimiko? La Sodimiko, bon, même s'il n'y a rien, qu'il faut protéger, mais il y a quand même la population. Combien de soucis à ta Sodi? Laissez-moi vous faire rire, M. Gilou. Nous avons, il y a un seul souci, je pense, c'est ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a presque une densité de population qui environne à peu près 9 000 ou bien 10 000 personnes. À Sodimiko. Nous avons il n'y a qu'un seul policier. Il n'y a qu'un seul policier. Un policier qui va garder 1000. Je vous dis, je suis honnête. Il faut couper cette partie, s'il vous plaît. Pourquoi couper? Un seul policier. Un seul policier qui est censé protéger la population de la Sodimiko. Les TikTokers sont là. Ils vont prendre cette partie. Laissez les policiers qui font la garde des Chinois au chantier là-bas, là où il y a les mining. Laissez les FARDC qui fait la garde de certains Chinois là-bas. Moi, je parle de l'intérieur de cette cité de la Sodimiko, du camp. Il n'y a qu'un seul policier. Laissez aussi les FARDC et les policiers qui gardent la prison de la Sodimiko. Allez porter plainte au sous-chef de la Sodimiko, vous allez voir. Son chef, il est chef ici, il est OPJ à la Sodimiko, il est le même OPJ encore à la douane. Oh là là. Il va privilégier là où ça paye beaucoup plus. Je ne dis pas qu'on lui paye quand on porte. Je sais qu'une plainte a été toujours déposée gratuitement, hormis les frais administratifs. Mais laissez-moi vous dire, la Sodimiko ici, il n'y a qu'un seul policier. Un policier seul policier, et je doute fort qu'il a une arme. Je doute fort. Ce que nous parlons ici, ce sont des réalités que nous avons sur le terrain. Alors qu'à la Sodimiko, ça fait déjà 2 jours, 2 corps sans vie. Il n'y a qu'un seul. Imaginez, on ne sait pas ce que le pire est déjà arrivé. Puisque c'est peut-être avec les pires qu'on peut changer d'attitude de voir les choses. Mais malheureusement, nos autorités au niveau provincial, peut-être ne sont plus sensibles, peut-être ils ne sont pas informés exactement de ce qui se passe. Donc pour tout Sodimiko, un seul policier. Un seul policier. S'ils sont plus nombreux, peut-être c'est 2. Je dis, écoutez, il ne faut pas prendre les policiers qui sont au niveau des camps 4, là où il y a un petit caserne de policiers. Oui. Non, laissez ça. Et ils sont là. Au camp. Nous parlons bien évidemment du camp. Du camp de la Sodimiko. Les sous-chefs de la Sodimiko. Oui, et ses périphéries. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la Sodimiko, nous voyons Mouyoutu, nous voyons Kambasa, nous voyons même la Sodimiko et Chikima, tout ça. Il n'y a un seul policier. Ça, c'est quelle magie. Vous savez, pour votre information, M. Zilio, la Kasumbalesa, c'est une ville. Mais quand vous parlez de la ville, il y a des communes. C'est vrai, nous avons 3 communes. Nous avons la commune de Moussochi, commune de Luila, il y a aussi Mousoumari. Bon, les communes sont là, tracées. Nous y reviendrons sur l'affaire des communes. Pourquoi vous ne voulez pas? Puisque c'est compliqué. Non. Ça fait partie de la gestion. Puisque vous voyez c'est quoi le problème. Je sais que vous voulez peut-être échapper. Pas échapper. Laissez-moi parler de ça. Nous voulons parlons de l'insécurité. Ça fait partie de l'insécurité. Le maire de la ville, il est maire lorsqu'il est accompagné de ses bourgmestres. Les bourgmestres, et tous, dans toutes les communes, il y a toujours des communes sont accompagnées de police, des commissariats de police. Et les commissariats de police, c'est ceux qui gèrent maintenant la sécurité de la population au quotidien. Et ils font les rapports au maire de la ville. Ici, c'est l'inverse. C'est le maire de la ville qui doit être aussi les bourgmestres en même temps.
il est maire de la ville. Vous voyez, c'est fatigant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a programmé la ville de Kasumbalesa, puisque l'insécurité vient de là. Écoutez. Ça fait presque beaucoup de temps qu'on dormait paisiblement à Kasumbalesa. Maintenant, on peut parler peut-être d'une semaine ou 2 semaines qu'on entend des histoires. Donc, c'est-à-dire que ici, on n'a pas vraiment à indexer les autorités. Monsieur Gilio, s'il vous plaît, loin de moi d'indexer les autorités. Nous avons une ville. Nous avons une ville gérée par Maître André Kapampa Kamoya, que je salue en passant. L'homme de Jeudi Salongo. En tout cas, je salue aussi cette initiative de Salongo. Ça rend quand même la ville très propre. Ce que nous voulons parler ici, c'est quelque chose qui est clair et réel. C'est-à-dire, lorsqu'il faut proclamer une ville, il faut aussi songer à toutes ces histoires-là. Vous voyez, on parle de la ville de Kasumbalesa, là où il y a des communes, il n'y a pas de bourgmestres. Ce n'est pas les maires de la ville qui nomment des bourgmestres. S'il n'y a pas de bourgmestres, ce n'est pas la faute au maire de la ville. Ce n'est pas à lui. Merci. Ce n'est pas au maire de la ville, ça ce n'est pas son problème. Mais la réalité ici, maintenant les conséquences c'est quoi? S'il y avait un bourgmestre ici, dans la commune de Moussochi, n'est-ce pas c'est lui qui devait faire une demande de sa protection? En attendant, sa population aussi serait aussi protégée. Mais d'où viennent les policiers qui sont au chantier? Ils ont été détachés du commissariat ou bien ils sont venus de Lubumbashi, selon vous? Aller au chantier, ce sont les mêmes visages que nous connaissons ici. Ce sont les mêmes policiers qui sont ici au théâtre urbain de Kasumbalesa. C'est les mêmes policiers. Mais comment est-ce que, en fait, la cité de la Sud-Biko, avec un seul ou 2 policiers, mais lorsque vous entrez au camp, vous partez au niveau de Namusonda, vers, je crois, près du guérite des GI, vous allez trouver là-bas presque 4 policiers armés. Vous savez qu'aujourd'hui, nos mines sont bien protégées que la population. C'est ce qui justifie tout ça. Puisque si on tenait vraiment compte de cette population-là pour sa protection, on devait vraiment s'attacher, on devait attacher la police à ses côtés. On devait attacher la police à ses côtés. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'exprimer pour me faire comprendre dans cette histoire. C'est quelque chose... Bon, moi, j'ai toujours indexé beaucoup plus les députés. Eux aussi. Ce sont eux les premiers responsables. Les députés. Vous savez, eux, ils sont les représentants de la population. Mais quand on parle du maire de la ville, il est représentant du chef de l'État. Maintenant, qu'est-ce que les députés, les élus, les 4 élus de Kasumbalesa, de Sakanya, font? L'honorable Passi Molek, l'honorable Christian Boy. Je sais que vous avez leur nom par cœur, même moi aussi, mais je ne vais pas citer nommément. Moi, je vais juste parler d'une manière générale pour interpeller, interpeller leur conscience. Ce que je vais dire ici, il y a une ville, bon, j'aurais appris qu'il y a déjà nous avons déjà le statut de ville. Oui, le statut juridique. Il est déjà sur le plan juridique. Oui, c'est déjà fait. Maintenant, l'accompagnement sur terrain, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui prouve que c'est une ville. Je ne parle pas des infrastructures, je ne parle pas des routes, je parle de la gestion intérieure par rapport à la sécurité. Ce que je voulais parler ici, vous ne voulez pas que je puisse entrer en profondeur. Allez-y, je vous laisse parler. Vous ne voulez pas que je puisse entrer en profondeur. Je vous laisse parler. Allez-y, nous sommes à Lubumbashi. Où est-ce que vous avez vu une commune où il n'y a pas de commissariat de police? Vous pouvez me donner juste un exemple? Vous qui êtes vraiment les journalistes d'investigation. Non, allez-y, parlez. Malheureusement, ici à Kasumbalesa, la ville, vous voyez déjà, si vous voyez la mairie de Kasumbalesa, à côté, il y a le commissariat urbain. Vous voyez, c'est bien géré. Que je salue aussi le colonel Papi pour sa gestion et sa rapidité dans l'action. Ces derniers temps, je vous ai appelé Moukouba, je vous ai dérangé notamment à 2 heures. L'intervention était vraiment à la hauteur. Pour ça, je vous dis sincèrement merci. Mais le plus grand problème ici, c'est au niveau maintenant de la gestion. Je pense que c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Où il fallait qu'il soit réellement suffisamment informé de ce qui se passe ici à Kasumbalesa. Il ne faut pas seulement, lorsque
moi, quand je parle aujourd'hui, je ne parle pas par rapport aux morts qu'on a, les corps sans vie. Et puis, vous avez parlé pourquoi est-ce qu'on dormait paisiblement pendant tout ce temps. Mais quand vous étiez au niveau des 7, n'est-ce pas, il y avait déjà des corps. Là, vous avez trouvé les ossements. Et s'il y a les ossements, vous avez dit, ça prend combien de temps pour qu'il y ait des ossements seulement? N'est-ce pas, c'est presque 5 ou 6 mois. Donc, ça dit, on n'était pas toujours en sécurité, seulement on n'était pas informé. Ça, c'était un abattoir, vraiment. Bon, il y a des gens qui ne sont pas humains. S'il fallait calculer maintenant la moto par rapport à la vie humaine, ça ne se mesure pas. Et la moto à occasion, je pense que c'est à 600, 400 $. Même si ils sont à 3 jours, ils vont se distribuer comment? C'est vraiment la cruauté de l'homme. Mais ici, si on avait vraiment des communes et des bourgmestres dans chaque commune, aujourd'hui, je vous dis, l'insécurité devait quand même diminuer. Puisqu'on ne peut pas, même les États-Unis que vous voyez, les États-Unis, il y a toujours de l'insécurité. Oui, bon, ici on parle du banditisme urbain. Ici, c'est plus que même le banditisme urbain. C'est plus que, puisque, ce qui se passe, imaginez quelqu'un qui vient du champ, vous le tuez, il n'a rien. Comme la femme qu'on a retrouvée aujourd'hui. Son sac à côté, on n'a rien pris d'elle, mais elle est morte. Mais non, bon, en fait, sur la situation de cette femme, il y a beaucoup de choses. On apprendrait beaucoup de choses qui entrent en jeu. Bien qu'elle peut même succomber des tensions, mais les moments, les lieux, les temps n'est pas favorable à expliquer autre chose que ça. Voilà, c'est ce qui pose maintenant problème. Mais vous savez, si par exemple on dit qu'elle serait morte en route en quittant, si c'est Lubumbashi pour Kasumbalesa, mais nous avons une barrière au niveau de migration. À quoi sert la barrière qui est au niveau de migration? Et c'est une autre façon de contribuer à l'insécurité, ou bien cette barrière sert à la protection de la population. Parce qu'au moins, nous sommes clairs, si seulement que cette femme serait morte en route, avant d'arriver sur cette barrière, les soldats qui sont là-bas devraient être informés. Et si les soldats ne sont pas informés, donc, ils ont contribué à l'insécurité ou ils contribuent à la sécurité? Merci beaucoup, allez-y. Vous savez, la barrière qui est au niveau des Mampa, c'est une barrière pour moi qui est utile, vu la situation que nous vivons actuellement. Mais, il y a mille et une questions à se poser. Quand nous passons par là, je me pose la question, est-ce que la carte d'électeur présente-t-il une personne recherchée ou bien c'est ça même l'insécurité? Puisque quand vous n'avez pas la carte, vous allez comprendre là-bas que ici, j'ai commis une infraction. En fait, vous n'avez pas la carte. Bon, imaginez, 6 mois, un civil, un homme qui est vraiment gentil, qui n'a jamais connu des histoires, je n'ai pas la carte, je suis arrêté, bloqué là-bas. Un bandit qui vient de tuer quelque part, il a la carte. N'est-ce pas, il va passer? Il passe. Et puis, ils ont des cartes aussi imprimées dans des bureautiques. Bon, je me pose maintenant la question. Qu'est-ce qui leur donne l'authenticité de la carte qu'ils vérifient là-bas? Ils ont quel moyen? Voilà. C'est une question. Vous savez, sur la carte d'électeur... Nous ici, nous ne voulons pas remettre en cause les autorités, tant militaires que civiles. Nous voulons juste leur dire... Coordonnateur Ken, permettez. Vous avez bien, en tout cas bien illustré à ces points-là. Il y a des gens qui impriment des cartes d'électeurs dans des bureautiques. Oui. Mais sur la carte d'électeur, il y a les codes qu'hier, pendant la période des élections, la CENI avait mis à la disposition de la population l'application du code QR. C'est-à-dire, vous scannez seulement les codes QR à partir de votre téléphone Android, l'identité de la personne va sortir. Et si c'est une autre personne, ça va donner l'identité d'une autre personne. Fort malheureusement, ce n'est pas d'application sur la barrière comme du côté Sakanya. Merci. Bon, vous avez parlé des communes et tout. Bon. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de la montée de l'insécurité à Kasumbalesa? Vous savez, nous avons parlé, épinglé ici, d'abord l'effectif des policiers. Nous n'avons pas vraiment assez de policiers par rapport au nombre de la population actuelle. Le général de police vous écoute? Oui, oui. Le nombre
de la population a vraiment augmenté d'une manière miraculeuse. Ça, c'est une réalité. Mais le nombre, l'effectif des policiers reste presque le même. Ça ne change pas. Nous vous demandons au général de la police, au gouverneur de la ville, de province, de songer à ça, et les députés provinciaux ainsi que nationaux, de faire quelque chose pour qu'il y ait augmentation des effectifs de la police, tout comme les militaires à la frontière. Nous avons aussi salué le fait qu'on nous avait encore ajouté les JR pour renforcer la sécurité à la frontière. Imaginez, à l'époque, c'était que le FARDC et la police devaient peut-être être débordés aujourd'hui, vu ce que nous voyons. Vous savez, moi, je ne vais pas vraiment m'atteler seulement sur les corps qu'on a retrouvés sans vie. On veut aussi projeter, prévoir. Mais vous savez, sur 7, au niveau des 7, je crois qu'il y a un petit bureau social de police qui est construit là-bas. À quel niveau? Lorsque vous dépassez seulement la pente... Là où c'est écrit secteur de Balamba. Secteur de Balamba. Quand vous dépassez seulement la pente là, vers votre droite, il y a quelque chose qui est construit là-bas, sous SIAT, de police. Non. Ok. Non. Nous avons au moins la Jeep de surveillance qui fait Lumata, Kasumbalesa, Lumata, Kasumbalesa. Okay. Et les bandits ne sont pas aussi fous. Ils vont vraiment lire. Ils voient qu'ils partent à 11h, ils opèrent avant qu'ils ne rentrent. Et à Lumata, ils vont stationner au niveau du rail pour surveiller tout ça, les JR. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui doit être fait aujourd'hui, les maires de la ville doivent nécessairement être renforcés par l'effectif des policiers, par les jeeps, puisque on doit beaucoup plus renforcer là où c'est important, ça demande... Est-ce qu'il a aussi reformulé cette demande auprès de sa hiérarchie? L'excellence, monsieur le maire, a déjà fait plus d'une fois. Mais c'est seulement quand c'est calme, on retranche encore les mêmes jeeps, ça retourne encore à Lubumbashi. Stationné. En attendant que les jours, ça va encore recommencer pour nous ramener... D'ailleurs, ici, j'aurais appris que le gouverneur Kazembe, de son passage, aurait demandé à une jeep de police de rester à Kasumbalesa. Donc, on devait avoir 2 jeeps. C'est ce que j'aurais appris ça. Même les 2, c'est peu. Même 2, c'est peu. Ok. Il nous faut au moins 8. Bon. Et tout ça, ça vient de l'argent du contribuable. Si et seulement si les contribuables aussi participaient réellement à la politique de la province, même de la ville. Ok. Il y a une question, il y a un téléspectateur qui nous envoie cette question. Monsieur le coordonnateur urbain de droits de l'homme, Dr Zoumaine Rescue, est-ce que la société civile existe réellement à Kasumbalesa et quel est son rôle? C'est quoi la société civile? La société civile, ce n'est pas une personne. Je salue le président Maître Mbelenge et son vice, le vieux Massassi. Est-ce que la société civile, c'est une personne? Non. Mais la société civile est gérée par des personnes physiques. Mais la société civile, c'est une personne morale. La société civile, c'est l'ensemble des structures apolitiques. Par exemple, la structure des droits de l'homme, plusieurs structures. Tout autour de ces structures, maintenant, est formé un président élu qui va gérer la société civile. La société civile a obligation de convoquer des réunions presque chaque mois pour parler des cas qui se passent dans les bases, c'est-à-dire dans les cités, dans les rues, dans les quartiers, et on ramène ça au niveau de la société civile. La société civile de prendre maintenant les désirata de la population pour amener aux autorités acquis des droits. C'est à eux maintenant de mettre en application. Mais aussi longtemps, la société civile ne se réunit plus. Il n'y a pas de réunion. Aussi longtemps, la société civile ne convoque pas des réunions, des conférences pour apprendre à la population comment se comporter. Comment est-ce que cette population serait informée? Imaginez, entre le rescapé qui a dénoncé et la société civile, qui devait vraiment être informé en premier? Si la société civile était vraiment présente dans la population, c'est la société civile. Vous avez la population, dans sa manière de voir les choses,
il craint les autorités politico-militaires. Mais normalement, dans son ensemble, normalement, la population crée les autorités. Il ne sait pas comment atteindre, par exemple, monsieur le maire. Mais, oui, je vous dis, donc, vous n'avez pas bien saisi. J'ai dit ceci. Ce n'est pas tout le monde qui peut se réveiller et je vais aller voir monsieur le maire chez lui. Et puis, et le maire dit, on parle. Non. C'est-à-dire, il y a une procédure peut-être indirecte. La population devait s'exprimer derrière la société civile. Et la société civile amène leurs réclamations auprès des autorités. C'est ce que je voulais dire par là. Ok. Maintenant, cette population savent où se trouve le bureau de la société civile. Cette population est suffisamment informée des rôles que peut jouer la société civile. La société civile, c'est presque le parlement de la rue, donc le parlement du quartier, le parlement plus proche. J'ai dit plus 3 fois. Plus proche de la population. Maintenant, lorsque la société civile cesse d'être société civile, ça devient société étatique, ça complique la chose. Étatique, comment? C'est-à-dire, lorsque vous êtes beaucoup plus avec les autorités, vous avez abandonné la population. C'est-à-dire, il faut être beaucoup plus du côté de la population que du côté des autorités. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, cette population veut voir la société civile à ses côtés. Et actuellement, la société civile est de quel côté? C'est ça même la question. Moi, ici, je suis membre de la société civile. Vous êtes de quel côté? Population ou autorité? En entrant, juste au début de l'émission, j'ai aussi condamné notre silence. Notre silence, j'ai aussi condamné. C'est-à-dire, nous, on devait vraiment être là, sensibiliser la population, dire à la population. Vous savez, la façon dont on a dénoncé cette histoire de tuerie au niveau 17, on ne peut même pas arrêter les bandits, sauf par miracle. Vous savez, ça devait se passer d'abord dans le secret, qu'on crée un guet-apens pour arrêter ces gens-là. Mais aujourd'hui, ils sont informés. Ils sont informés. Les bandits sont alertés. Ils sont alertés. Même si c'était par hasard, même si votre champ était par là, vous allez faire encore des champs là-bas. Non, vous êtes confondu avec les bandits. Vous voyez, même les bandits sont aussi informés. Mais c'est ça le rôle. Bon, la société civile, à lui seul, n'a pas d'argent. L'État doit aussi accompagner cette société civile pour bien fonctionner. Il faut les moyens pour créer des conférences, approcher cette population, éduquer, rééduquer, ou bien passer par des chaînes de télévision, radio. Mais bon, on pose la question, est-ce que la société civile existe réellement à Kasumbalesa? La société civile, c'est l'ensemble des structures. Actuellement, la société civile, il n'y a que cette structure de... Je pense c'est quelque chose de prison, des prisonniers. Mais la société civile, ça existait avec, à l'époque, avec... le fait Mitonga. Le fait Mitonga, paix à son âme. En tout cas... il était présent, hein. On l'entendait dénoncer. Il nous a tous donné le goût d'être vraiment défenseur des droits de l'homme. Il nous a vraiment donné le goût. Et que fait le président actuel, votre président? Bon, je pense qu'il aura aussi droit à s'exprimer. Il va vous expliquer de quoi il fait actuellement. Mais sinon, qu'est-ce que vous reprochez au président de la société civile? J'ai constaté l'absence totale de la société civile aux côtés de sa population. Et qu'est-ce que vous reprochez au président? L'absence de réunions. Maître Legrand Beleng, absence de réunions. Oui, l'absence de réunions. Et même s'il convoquait des réunions, les gens ne répondent plus puisque pourquoi? C'est presque la même chose qu'on parle chaque jour. On n'attaque pas les vrais problèmes. Allez-y à Lubumbashi, allez-y voir les initiatives. Les gens vont couper cette partie. Maître Legrand Beleng, les TikTokers vont couper pour vous. Non, les initiatives peuvent venir de n'importe qui et proposer au président, si c'est adapté, si c'est adopté, le président peut proposer et on peut aller sensibiliser. Mais ici, si c'est c'est quelque chose qui vient d'une autre personne. Bon, en fait, quelqu'un nous écrit, dit que vous, parce que vous avez dit, vous êtes membre de la société civile, vous êtes dans la poche des autorités. Bon, c'est très fort. Hein? Vous êtes dans la poche des autorités. Il faut aussi avoir des preuves. Vous êtes dans la poche des autorités. Et c'est ça qui justifie même votre absence. Je sais. Donc, c'est-à-dire, c'est quand il va, nous, la société civile, beaucoup plus attachés aux autorités. C'est vrai. Nous, en tant que société civile, on ne peut pas vraiment agir seul. Nous sommes toujours obligés d'être à côté des autorités pour les accompagner.
Mais ce que moi j'ai décrit ici, c'est l'absence de la société civile à côté même de cette même population civile. C'est ça que moi je déplore ici. Vous savez c'est quoi le problème? Pour exister, il faut être. Et avec la société civile, c'est des réunions qui vont faire à ce que la société civile puisse fonctionner et exister. Vous n'avez pas de bureau, apparemment, vous n'avez pas de bureau. Il semblerait que nous sommes sous-logés, ça c'est une réalité, nous sommes sous-logés. Et ce n'est pas à nous de chercher notre bureau propre, c'est à l'État aussi de nous aider. On avait sollicité à l'époque avec le président Mitonga, paix à son âme, des restes mémoire pour moi. Mais ces projets-là étaient vraiment tombés caducs. Vous voyez, du côté des GEM, il y a les bureaux, il y a beaucoup de services de l'État, il y a les urbanismes, tout ça. On nous avait aussi proposé quelque chose là-bas. On devait construire pour avoir un bureau là-bas. Mais, fort malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas de bureau. Et en face de la régie des eaux, il y a un bâtiment de l'État, c'est le DGDA. Est-ce qu'on ne peut pas aider vraiment les amis de la société civile d'arranger, équiper ça pour que ça soit... On ne peut pas aussi s'imposer. Bon, c'est une demande que nous lançons. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG de défense des droits de l'homme. Quelle est votre conclusion et quelles sont les pistes de solutions que vous proposez aux autorités locales pour que la quiétude revienne à Kasumbalesa et que la population dorme paisiblement? La population ne peut jamais dormir paisiblement. Aussi longtemps, il y a de ceux-là qui n'ont pas encore retrouvé la vie, ils cherchent l'argent dans les poches des autres. Mais ce que la population peut espérer, c'est de voir d'abord cette police à ses côtés. C'est déjà proposé des pistes de solutions. À Kasumbalesa, sur le plan logistique, la police n'est pas suffisamment outillée. Il faut que la police soit outillée pour la protection et aussi qu'il y ait la multiplicité des sous-siats. La multiplicité des sous-siats. Ça ne suffit pas seulement d'avoir les sous-siats. Il faut que ces gens-là soient aussi ravitaillés. C'est vrai, il y a des sous-siats, mais il y a de ces sous-siats-là. À l'époque, vous vous souvenez, quand il y avait l'insécurité totale à la Sodimico, on nous avait amené ici plus de 12 phares d'essai mélangés aux policiers qui faisaient la sécurité. Pendant qu'il y avait la paix, on nous a encore repris. Il faut qu'il y ait encore de l'insécurité pour nous ramener encore des policiers. Alors, ce que nous proposons dans des kiosques. Oui, ce que nous proposons, s'il vous plaît, la population est prête d'accompagner la police. La population est prête. La population, même si la police pouvait passer kiosque par kiosque pour demander 500, 2000 pour qu'ils payent d'idée, la population ne se plaint jamais. Ils aiment faire ça, accompagner leur police. Ils savent que c'est les nôtres. Mais si la police n'est pas là, on donne à qui? Et c'est des choses déjà, ils se sentent en insécurité et l'absence de cette dernière. Concluez déjà dans une minute. Mais ces Gilio, vous savez ce que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup de choses à parler. Je sais que les minutes ne nous suffisent pas. On va encore revenir vers vous pour vraiment beaucoup plus de détails. Sur le plan logistique, la police, tout comme l'armée, doit être vraiment équipée pour vraiment protéger sa population. Sur le plan administratif, les communes que nous avons doivent vraiment aussi être équipées, normalement équipées dans le sens de personnes physiques, des sous-siats, de commissariats, pour que cette population ait quand même l'endroit où se réfugier. À nos députés que nous avons, de se mettre vraiment en œuvre. Je sais que j'ai appris vraiment d'une voix vraiment très officielle que le député, je cite son nom, honorable Isaac Tiswaka, faisait les démarches pour le statut de la ville de Kasumbalesa et qui est vraiment une ville réellement ville. En tout cas, nous encourageons de telles démarches. Que ceci vraiment passe par tous les oreilles de tous les députés. Les députés, on n'a pas seulement besoin de vous pour nous donner des pagnes, des polos, ou bien quand vous venez, vous nous amenez dans des bars pour boire. Pensez à notre ville. Pensez à l'indépendance de la ville. Parce que nous avons une ville administrativement qui dépend d'un territoire. Songez, pensez, vous êtes de Kasumbalesa, mais pour déposer votre candidature, vous partez à Sakanya. Vous partez à Sakanya faire quoi? Alors que la ville est supérieure au territoire. C'est quoi ça? Vous ne songez pas à ça.
C'est ça, ce sont les vrais débats que vous devez amener à l'hémicycle. Pour vraiment faire les vrais débats. Il ne faut pas aller là-bas, dormir, faire autre chose, des voyages. Nous vous demandons, qui sont pour et qui sont contre l'abstention. Tout ça, l'abstention, ça, ce n'est pas un problème. La ville a un problème très sérieux. La ville a un problème très sérieux. On ne parle pas seulement parce qu'il y a des morts. Mais c'est une ville qui n'a pas de bourgmestre. C'est une ville qui a des communes qui n'est pas équipée. Songez à ça. 10 secondes. En tout cas, s'il faut parler, il fallait une semaine. Merci. Pour mieux parler. J'annonce que je vais encore vous recevoir. Les autorités ont entendu ce que vous avez dit, des interpellations aussi. Vous avez formulé à l'endroit des autorités. D'une oreille attentive. Ils ont bien suivi. Je promets à nos téléspectateurs que je vais vous recevoir dans quelques jours. En tout On cas, va encore évaluer la situation sécuritaire ensemble avec vous. En tout cas, pour conclure, si vous me permettez, nous encourageons les efforts que fournissent nos autorités civiles et militaires dans la ville. Nous les encourageons vraiment qu'ils ne se découragent pas parce qu'ils ne sont pas très bien équipés. Ils sont au service de la nation pour nous protéger, nous qui aiment seulement parler sans passer par les actions. Et c'est eux qui passent par l'action. Nous les encourageons, nous disons vraiment bravo à eux. Même si c'est dans l'urgence, ils sont toujours présents, qu'ils continuent toujours comme ça. Il ne faut pas regarder derrière, disant qu'ils ne sont pas équipés, on ne sait pas vraiment défendre cette population avec les peu de moyens qu'ils ont. Et ce qui fait déjà quelque chose de plus. Nous les encourageons, sans citer leur nom, nommément, mais sinon, ils se connaissent eux-mêmes. En tout cas, ils se sentent vraiment encouragés et accompagnés par la société civile et aussi le structure des droits de l'homme. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Ça fait débat. Nous recevions Ken Moukaz, coordonnateur urbain de l'ONG de défense des droits de l'homme. Pour moi, c'était un privilège de les recevoir sur ces plateaux, ou sur les plateaux de Ça fait débat. Permettez-moi, je demande, c'est une demande formulée au général de la police, Kilimalim, doter la police de Kasumba Lessa des moyens qu'il faut. Dotez-les des moyens qu'il faut. Qui motora qui moi qui ama ya moto banduku ba policier ba Kasumba Lessa kaba ne kiona ngona kwa tama kelele kinapita kwa tamba la bala banduku mantiemet on pas ba policier donc équiper la police et aussi sur le plan sécuritaire. Merci au colonel de la police, au commandant de la commissariat urbain de la police, le colonel Papi, aussi à tout le monde. Nous disons vraiment merci de l'attention que vous accordez à Prémisse TV. Ça fait débat, revient avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci aussi à Les Aiglons Lodge pour les cadres. Venez chez nous, vous ne serez jamais déçus. La salle qui vous honore. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Ça fait débat, votre magazine de décryptage politique, analyse et échange d'idées. Recrudescence de l'insécurité à Kasumba Lessa. Julien Senga reçoit dans Ça fait débat Ken Moukaz, coordonnateur urbain de l'ONG de défense des droits de l'homme, Doctaz Women Rescue. C'est vendredi 19 décembre à 20h45. Émission à suivre sur notre chaîne YouTube Prémisse TV à 20h45. Prémisse TV, la beauté de la télé numérique. Kasumba Lessa, voici une surprise inattendue. Les Aiglons Lodge vous offrent 2 mois de promotion sa salle de spectacle à $600. Puisque la révolution, c'est aussi l'état d'esprit, nous avons apporté un vent révolutionnaire dans l'organisation de vos événements fatidiques. Les Aiglons Lodge vous offrent sa salle polyvalente d'une capacité d'accueil de 500 places assises à $600, y compris la décoration de votre choix. Les Aiglons Lodge, un endroit idéal pour vos cérémonies de mariage, collation de grades académiques, conférences, anniversaires et autres événements. Les Aiglons Lodge, retrouvez chez nous une cuisine ultra moderne, bien
bien équipés, des installations sanitaires répondant aux normes. Les Aigles Lodge, nous sommes à Sodimico, entre Soldieu et 10 maisons. Pour tout contact, composez le plus 243 97 79 26 024, soit le plus 243 81 56 33 768. Les Aigles Lodge, la salle qui vous honore. Les Aigles Lodge, la salle qui vous honore.